Interrogation écrite. Un breton de Bretagne? Un breton de Bretagne non breton. Bon breton. C'est pas un Braisatao? Non. J'ai connu le breton. Enfin, bref. Erwan, dis-nous un peu, s'il te plaît, ce que tu fais, et puis après, actuellement, puis après on verra en arrière. Donc tu es Chief Operating Officer dans une boîte qui s'appelle Data Direct Networks, qui est une boîte de stockage de données, qui est née dans le stockage de données pour les super ordinateurs, pour les très très gros ordinateurs. C'est une boîte qui a une douzaine d'années, qui a été créée par un Français et un autre d'origine française, qui se sont rencontrés à Caltech. Comment ça s'appelle Alex Bouzari et Paul Bloch, qui se sont rencontrés à Caltech il y a 28 ans, je crois. Il y a 3 boîtes de suite, c'est leur 3e. Et donc c'est une boîte qui est dans le stockage de données, mais à qui il se passe des choses intéressantes pour cette boîte en ce moment, parce que ce qui était les problèmes des super ordinateurs et devient de plus en plus le problème de beaucoup d'industries. Très bien. Alors, tu es né où? Ah, c'est méchant comme question, parce que je suis très fier de mes origines bretonnes, mais sur celle-là, je vais perdre des points. Je suis né en banlieue parisienne, comme beaucoup de Bretons qui ne vivent pas chez eux. Et où ça? Je suis né à Melun. Ça fait pas très folklore breton. Et que faisaient tes parents à l'époque? Mon père était un IBMer, à l'époque où on passait plusieurs décennies de sa vie chez IBM. Il y avait Corbeil. Il y avait Corbeil. Il travaillait à Corbeil, à faire des semi-conducteurs. Il a travaillé aussi à Fishkill, près de New York. Donc c'était un IBMer. Donc tu as vécu aux États-Unis? Ouais, quand j'étais petit, ma soeur est née aux États-Unis. Quand mon père est venu bosser 3 ans, je crois, à Fishkill. Donc ton père était ingénieur? Oui, il était ingénieur dans un environnement de production de semi-conducteurs. Et ta maman? Infirmière. Une sœur, frère, d'autres? Une sœur, médecin, qui a fait un super beau parcours dans les ONG et qui a travaillé à l'étranger plusieurs années et qui vient de rentrer en France pour être médecin en Auvergne. Parce qu'en Auvergne, on a besoin de médecins. C'est des Voilà. Ça va la reposer de l'Afrique. Oui, ça a changé de l'Afrique et du Cambodge. Du Cambodge, oui, des endroits intéressants. Écoute, donc tu nais à Melun, tu fais quel parcours scolaire? Très classique, un enfant de la République, tout dans le public, à faire les classes les unes après les autres, rien de particulier. Sauf que tu as été à Ginette quand même. Oui, alors les jésuites m'ont récupéré. Précisons quand même. Quand on est breton, on est guilty catholique au départ. Donc, non, en fait, jusqu'en terminale dans le public, en grande banlieue, à suivre le cours des choses. Et puis après vient le moment de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que, en vacances, j'ai rencontré un gars qui partait à Sainte-Geneviève à Versailles. Et on a commencé à discuter. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis j'ai fini par aller là-bas et je me suis tellement plu que j'ai rencontré mon épouse. Donc oui, ça a été une expérience assez marquante. Très bien. Vous êtes mariés depuis? On est mariés depuis 2000. C'était pas trop compliqué pour se souvenir de la date. Donc tu as fait l'école d'ingénieur? Oui, alors donc à Ginette, 3 ans à Ginette, parce que je ne suis pas un très bon élève, donc il fallait que je prenne le temps. Tu as pas intégré en 3000. Et après je suis parti dans une école de télécom, qui s'appelle maintenant Télécom Sud Paris. Voilà. Pourquoi cette école? Alors, pourquoi cette école-là? Parce qu'on passe ses concours et que j'avais pas du tout de vision particulière. Non. En revanche, il y a un truc qui commençait à ce moment-là. C'était juste le moment où on commençait à avoir les premiers téléphones mobiles. Je ne sais pas s'il y en a un seul qui se souvient du bebop. Ouais. Oui, c'était pas mal le bebop. Donc là, c'est l'antenne bebop. Il fallait juste en dessous, pas bouger. C'était quand même une sacrée expérience. Et donc, il y avait les premiers bebop. Il n'y avait pas encore vraiment de GSM. C'était dans les cartons, mais ce n'était pas un produit. Et donc je me suis dit, bon, il va se passer quelque chose, ça va être intéressant. C'est peut-être ça qui a porté le choix vers les télécoms. Mais bon, je suis pas très philosophe sur la capacité à choisir après 3 ans de prépa. Peut-être mes 3 plus belles années d'études, soit dit en passant. Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
l'ambiance et tout ce que j'ai pu vivre à Sainte-Geneviève, mais j'étais pas pour autant très certain de ce que j'avais envie de faire. Vous êtes bon prof? J'avais de super bons profs, des très bons potes, des cheveux beaucoup plus longs et une vie un peu déglingée qui me plaisait beaucoup. Quand tu étais en interne ou en externe? Ah oui, c'est difficile d'être externe. Et de mémoire, il y a 5% d'externes dans cet établissement-là. C'est quand même un cocon. C'est pour ça que je sortais d'un pensionnat breton. 6 ans dans un pensionnat breton, on m'a proposé la Ginette. Non. Voilà, j'ai fait l'école de la République, après j'ai jésuite officiellement. Quand tu avais 8 ans, 10 ans, 14, tu as bricolé, tu étais bricoleur en électronique Je faisais beaucoup de Lego, et j'en ai fait jusqu'à un âge où on se moque de toi quand tu dis que tu fais des Lego. Mais à part ça, ouais, ce genre de truc. Et puis avec un papa IBMer, il y avait un PC à la maison. Il y en a eu un très tôt. Un petit peu à pianoter dessus, mais ce qui m'embêtait beaucoup avec cette machine, c'est que on était un peu tout seul devant la machine. Il n'y avait pas encore vraiment la notion de network, etc. Et en fait, j'ai un peu laissé tomber ces sujets-là et c'est revenu en école d'ingénieur. Où là, il y avait ces campus avec des réseaux tout connectés et on commençait à faire des choses ensemble. Quand j'étais en école d'ingé, mon épouse, qui était dans une autre école, a fait un stage au Japon. Et le telnet entre la France et le Japon à 2 h du matin, c'était extra, quoi. La fenêtre qui se divisait en deux, les mots qui apparaissaient tout lentement, je trouvais ça... Là, ça m'a remis dans l'ordinateur, mais je n'étais pas plus porté que ça dessus. Ton épouse a fait quelle école? Elle a fait Técom Paris. C'était bien pour les soirées, la vie étudiante. Moi, j'habitais là-bas, je allais en cours de temps en temps au sud de la capitale. Et donc, elle est allée au Japon? Oui, en fait, elle a fait un truc très sympa qui était un programme d'échange avec les labos d'NTT. Donc, Nippon Telecom. Époque géniale où il y avait encore énormément d'argent dans les télécoms japonais pour développer des choses qui sont aujourd'hui pas encore forcément arrivées dans nos maisons. Elle a travaillé sur des diodes optoélectroniques qui passent du monde électronique au monde optique. 15 ans en avance de phase, avec des gens qui étaient des sommités dans leur domaine, mais qui ne parlaient pas un mot d'anglais. C'était assez dépaysant. Très bien. Donc tu sors de l'école, qu'est-ce que tu fais à part ton service militaire? J'ai pas fait tout le service militaire. En fait, j'avais très très envie de partir à l'étranger tout de suite. Pas parce qu'on avait passé du temps aux États-Unis quand j'étais petit, mais plus parce que j'avais vraiment envie de voir du pays. Un des critères pour partir à Sainte-Geneviève, c'était de quitter le foyer familial et d'aller dans un autre monde. Et j'avais vraiment très très envie de partir à l'étranger. Donc j'ai fait une manip qui existe toujours, qu'on appelle le VIE aujourd'hui, la coopération. En fait, quand j'étais à l'école, j'avais vraiment envie de faire des vraies choses. Donc j'ai rencontré des gens chez une grosse boîte de l'époque, plus grosse qu'aujourd'hui, mais qui s'appelait Alcatel. Et quand on faisait des télécoms et qu'on voulait partir, il fallait trouver une boîte française pour sponsoriser le départ à l'étranger. Et donc, j'ai bossé pour Alcatel alors que j'étais encore étudiant. Et puis ils avaient une division dans le mobile. Et les choses que les gens ne savent pas, c'est que GSM, ça veut dire groupe spécial mobile au départ. Après, ils ont renommé le truc. C'est des Français qui ont fondamentalement inventé ce système. Et Alcatel, les gens d'Alcatel ont vraiment fait partie de la naissance de tous les standards mobiles dits de deuxième génération, donc ceux qu'on a dans nos poches. Et en l'occurrence, le business mobile d'Alcatel, elle n'est pas bien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont eu des très bonnes idées, ils ont participé à l'incubation, mais fondamentalement, la boîte n'arrivait pas à faire le virage entre je vends des centraux téléphoniques pour le téléphone fixe à la maison et je passe au mobile. Bon, aujourd'hui, c'est facile de porter un regard là-dessus et de se dire ah là là, quel manque de vision pour certains ou quel excès de vision pour d'autres. En réalité, tous les business plans du mobile à cette époque-là, ils sont vraiment très très faux, quoi. À la fois sur le prix de la minute, ils sont faux sur le prix de la minute. Hein, on pense que y a pas de, on pense que ça va être tellement serré. On pense qu'il y aura, vous vous souvenez du Radiocom 2000? Donc c'était le gros téléphone dans la voiture. Donc en gros, l'estimation c'est qu'il y aurait 10,
20 fois plus d'abonnés. Donc on retombe sur un prix à 25 francs la minute de l'époque, et donc la boucle boucle pas, parce que ça coûte un peu cher de déployer les relais. Donc c'est conçu comme un service relativement haut de gamme, et en l'occurrence, sur le plan R&D, il faut mettre énormément d'argent pour sortir les systèmes. C'est vraiment des programmes super lourds. Donc Alcatel, ils sont là au début, ils engrangent les premières références. Donc un des 3 premiers réseaux mobiles d'Alcatel, c'était en Australie. Ça paraissait incroyable parce que c'est une boîte qui à l'époque avait vraiment une étiquette très franco-française. Mais la techno était là, ils avaient été vraiment en avance de phase. Et puis quand les volumes sont partis, là il fallait suivre en R&D. Il y a des choix au niveau des stratégies de groupe. Et en l'occurrence, Alcatel, au milieu des années 90, d'un pionnier passe un peu en queue de peloton. Mais alors, sur le plan personnel, ce qui était très sympa, c'est que c'était une boîte française, donc je pouvais partir à l'étranger. C'était une division qui était un petit peu isolée dans la grande Alcatel. Clairement un stepchild, c'était pas l'enfant réussi de la famille. Et ça a donné quoi? Ça a donné un contexte super sympa pour faire des choses. Parce qu'il n'y avait pas toute la hiérarchie, toute la structure très pesante de la grosse boîte française. Et c'est comme ça qu'un jour, il m'appelle, et je faisais partie de quelques-uns qui sont appelés en disant on ouvre un centre de compétences en Asie. Pour la première fois, on va donner du pouvoir de décision à des gens dans des régions. Et c'était à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc, je me souviens très bien, le premier truc que j'ai fait, j'ai pris l'Atlas, la Malaisie était dans le pli, donc je ne savais pas où était ce pays. Je savais en gros, mais... Et donc c'est juste au-dessus de Singapour, c'est un pays qui est vraiment intéressant parce que c'est un pays qui a pris son indépendance, ex-colonie anglaise, et puis qui a un petit peu été à la traîne derrière son cousin Singapour, qui est au bout de la péninsule. Et donc il y avait quelque chose qui se passait là-bas qui était vraiment super. Et on s'est retrouvés à 4 Français, les autres c'était des employés à plein temps, puis moi j'étais le coopérant. Et là on a pu faire des tas de trucs. Par exemple, on a pu choisir nos bureaux, recruter les gens, former les gens, chercher nos clients. Et on appelait la France parce qu'on avait besoin des produits, qu'on avait besoin des financements, enfin, c'est complètement partie de l'entreprise. Mais il y avait une dose d'autonomie qui était beaucoup plus élevée que dans les branches plus classiques. Quel genre de produits Alors ce qu'on vend, c'est fondamentalement c'est un relais, donc c'est une station de base, un châssis avec des câbles qui sortent et qui vont vers une antenne. Pour du GSL. Pour du GSL, et puis ensuite c'est tout le reste du réseau. Mais, ça coûte combien à l'époque? c'est une bonne question, je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas du prix de la station. En revanche, je me souviens que les retours sur investissement, parce qu'en fait, moi, mon job, c'était de construire les études technico-économiques pour montrer les retours sur investissement. C'est-à-dire qu'en Europe, où on faisait du business avec des gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient, France Télécom, il était prescripteur, il disait « je veux que le truc soit carré, bleu et qu'il ait telle fonctionnalité ». Alors qu'en Asie, le business, c'était de parler à des gens qui étaient fondamentalement financiers, qui sentaient qu'il y avait un truc qui allait se passer, qui n'avaient pas de compétences techniques et qui voulaient monter le service. Donc moi, je montais les études technico-économiques, et les retours sur investissement, on était sur du 7 à 10 ans, typiquement. Y compris en France, d'ailleurs. Ça s'est beaucoup diminué depuis. Mais c'était ça les cycles. 7 à 10 ans pour revenir sur ton investissement, sachant qu'à l'époque, le nerf de la guerre, c'était combien tu couvres. Là, on a complètement... On a oublié, à chaque fois qu'aux US, on me rappelle de temps en temps. J'ai un petit week-end au ski récemment. Je ne sais pas si ma femme avait fait exprès, mais c'était vraiment génial parce que je n'ai pas pu bosser. Mais en France, on a oublié, mais au début, c'était quel pourcentage de la... Alors, il y avait des cartes super compliquées où suivant que tu avais le téléphone 8 watts gros comme ça ou le petit, ça couvrait plus ou moins bien. Donc c'était ça, c'était le compromis entre couverture et plan. Donc tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 2 ans. En fait, on a recruté une équipe localement, on les a formés. Et après, la boucle était bouclée. Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils t'ont choisi pour aller là-bas? Je sais pas, je pense que fondamentalement... ça recommence. Non, fondamentalement, c'est des rencontres. C'est des rencontres. J'avais envie de partir à l'étranger. J'avais fait de la technique. Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi? Je pense qu'ils recherchaient quelqu'un qui pouvait un petit peu faire de tout. Hein, cette boîte-là, à l'époque, c'est quand même une boîte qui est très structurée. Il y a une hiérarchie qui est en place. Il faut un certain temps pour... Mais la petite équipe de 4 personnes, on m'a dit qu'il faut faire tout avec très peu de monde. C'est ça qui m'intéresse. Quand j'ai dit ça recommence, c'est que chaque fois qu'on a un invité et que je demande à l'invité pourquoi est-ce qu'on l'a choisi pour un job, qu'est-ce que les patrons ont vu en lui, je sais pas.
Comme si... non, mais t'étais bon à quoi alors? J'étais bon à faire le lien entre le commercial, qui a surtout envie de vendre son truc, la technique qui se demande bien quel produit il faut faire, et en l'occurrence, il fallait faire ce relais en étant loin. Donc il fallait quelqu'un qui était un peu jack of all trades, qui avait envie de toucher à tout. Et j'étais vraiment très touche à tout, ça me plaisait beaucoup d'être loin et d'avoir beaucoup de choses différentes à faire soir matin. Tu n'aimes pas trop les patrons? Non, j'aime bien les patrons, mais les bons patrons, et en l'occurrence le gars, ça aussi c'était un autre critère. Le gars qui m'a emmené, il y a eu un bon flash, et voilà. Bon, donc tu fais ça pendant 2 ans. Ouais. Le service militaire, enfin le VIE, ça s'arrête. Ouais. Il faut revenir. Je suis resté un petit peu parce que on s'était donné des objectifs de transférer aux locaux, etc. Tu étais marié? Non, je n'étais pas marié, non. Future madame était au Portugal, a lancé un réseau mobile portugais. C'est la famille GSM. C'est surtout la famille, on change de pays souvent. On a compté l'autre jour, je crois qu'il y a 15 déménagements en 10 ans ou une histoire comme ça. On a changé de pays très souvent. Et votre mariage a résisté à ça? Oui, je conseille à la personne parce que c'est un très bon mariage. C'est bien quand c'est fait. Je suis très fier de dire. C'est un très bon mariage. Mais 15 déménagements, ça c'est. Puis le passé n'est pas la garantie de l'avenir. Est-ce que tu te débrouilles pour être absent quand le déménagement a lieu? Alors, pour la première fois... C'est ce que je fais, donc. Alors, je l'ai fait avec une rigueur d'horloger suisse, mais la dernière fois, il y a eu un couac. Il y a eu un couac, donc c'est moi qui, à Palo Alto, la dernière maison, c'est moi qui ai ouvert le container. On s'est aperçu il y a 15 jours qu'il manquait les vêtements de ski. C'est clairement de ma faute, il y a un sac qui a disparu, mais je ne suis pas un professionnel du déménagement. Donc tu reviens en France un peu après la fin quelques mois après la fin du VIE. Tu es toujours dans Alcatel. Ben, en fait, j'étais là-bas et je voulais rester, fondamentalement. Et là, à ce moment-là, il y a au niveau du siège d'Alcatel dans le mobile. C'est là que le mot siège prend tout son sens. Là, ils se disent, bon, en fait, ce qu'il faut, enfin, ici, hein, vu qu'on est à la Silicon Valley, ce qu'il faut bien se remettre en tête, c'est que quand on fait du mobile à la fin des années 90, c'est pas évident de définir comment j'innove. Parce qu'en fait, on est dans un monde où les rails sont vraiment très très forts, quoi. Il y a un standard qui est là. C'est la première fois dans les télécoms qu'il y a un standard aussi puissant. Le but, c'est clairement de baisser les coûts. Donc, tout le monde prend le bouquin du standard, fait son produit, et puis on y va. Il y a éventuellement une discussion sur le coût, mais bon, tout le monde va avoir un peu les mêmes fournisseurs. Donc, il n'y a pas vraiment d'ambiance de différenciation, d'innovation. Et puis, de toute façon, le train roule hyper vite. Il y a des réseaux qui sortent de partout. Donc, il y a du boulot. Et là, quand on s'approche de 2000, il y a une tension qui commence à se faire parce que les investissements sont tels au niveau R&D que là, il faut quand même se dire, bon, ok, comment je me différencie de l'autre pour être celui qui croit le plus vite, qui va innover le plus vite et qui va réussir à garder une avance de phase. Et cette transition-là, vue d'Alcatel, une des façons de la traduire, c'est je vais arrêter d'expliquer comment ça marche et je vais commencer à dire à quoi ça sert. Et ça paraît trivial vu d'aujourd'hui, mais fin des années 90, c'est pas du tout trivial pour une boîte qui est fondamentalement une boîte d'ingénieurs de passer du comment ça marche au à quoi ça sert. Et donc là, il commence à se dire peut-être qu'on devrait monter une équipe de marketing. Alors moi, j'ai jamais fait de marketing de ma vie, je sais même pas ce que c'est, mais ils cherchent des gens sur le terrain qui ont été à la croisée de je prends le produit que les gars ont fait en haut de leur tour d'ivoire et avec leurs standards. J'ai été confronté à une concurrence très dure. Parce que, fin des années 90, Asie du Sud-Est, petit crack monétaire, qui a quand même eu pas mal de tensions. On faisait des contrats en monnaie locale. Sur le plan financement, c'était assez salé. Qui étaient les concurrents Ah ben là, on est déjà sur Ericsson, Nokia, pour parler de ceux qui sont encore vivants. Motorola, très fort. Nortel, le Canadien. Donc c'est dur parce qu'en gros, il y a 7 gros poids lourds. Il n'y a pas encore les Chinois, les Huawei, qu'on va voir un peu plus tard. Et donc fondamentalement, il faut se poser la question de comment je me différencie. Et donc ils font venir des gens, ils appellent des gens qui sont sur le terrain pour dire bon, est-ce que vous ne voulez pas revenir au siège, nous reconnecter et nous aider à raconter l'histoire sous l'angle pourquoi venir chez nous, comment différencier nos produits. Donc c'est toi qui as écrit les chansons?
Alors moi j'écrivais pas trop les chansons, je faisais surtout de la mise en musique parce que la chanson c'était le standard. Et il se trouve qu'en même temps il s'est passé un truc génial, c'est que dans la R&D, il y avait un groupe de gars vraiment très innovants et qui avaient un côté un peu frondeur, qui ont monté quasiment dans un garage en Allemagne la génération de stations de base suivante, et qui était géniale. C'est-à-dire que le grand principe, techniquement, l'idée c'était de dire, au lieu de faire des choses monoblocs, on va découper les fonctions, et on fait évoluer les fonctions indépendamment les unes des autres. Donc au lieu de sortir une grosse machine tous les 3 ans, on fait évoluer les modules, donc on gagne en coût, on gagne en fonctionnalité. Qu'est-ce qu'il y avait comme module? Alors, une station comme ça, à l'époque, c'est un module qui fait de la transmission-réception, donc c'est la partie analogique radio, un module et qui a d'amplification dedans, il y a beaucoup de coûts à cet endroit-là. Et après, c'est des cartes de traitement de signal qui font toute la partie protocolaire qui renvoie après vers le réseau. Et après, il y a les antennes et les câbles, ça vaut très cher les câbles, à l'époque, je pense que c'est le retour vers le central. Et alors là, ces gars-là se disent, finalement le mobile c'est pas statique, ça va continuer à évoluer, il y a d'autres générations, on parlait déjà de la 3G, parce que c'est des trucs dont on parle plus de 10 ans avant. Et le gars se dit, on va faire une station de base où le jour où j'ai, par exemple, le GPRS, donc les premières transmissions de données, j'en fiche un module dedans, au lieu de faire un tout nouveau produit. Et on commence quand même à parler, fin des années 90, on parle des contraintes environnementales. Je me souviens par exemple avoir convaincu Bouygues de bosser avec nous. En tant que dernier entrant en France, ils avaient vraiment du mal à trouver des terrasses pour poser les trucs, à trouver avoir le droit de mettre les antennes, etc. Donc les contraintes environnementales, ça commençait. Donc tout ce qui était autour de je mets la boîte et je ne la change plus. Il n'y a plus jamais de grue qui vient, qui soulève la boîte, qui l'enlève, mais c'est un gars qui vient avec une valise et il met un module. Et ça, c'était un concept qu'on avait baptisé Evolium, donc la station de base qui évolue. Donc il s'est passé ça en même temps que le réveil de la boîte autour de je vais passer de comment ça marche à quoi ça sert et pourquoi nous. Quelles ont été les étapes dans l'évolution du rendement? Parce que tu disais il y a quelques instants que quand tu vendais en Malaisie, c'était des taux de retour, enfin un retour sur 7 à 10 ans d'investissement. C'est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est... Alors, la plupart des pays aujourd'hui autorisent à lancer un nouveau service mobile en se mettant en itinérance sur les réseaux existants. Donc c'est ce que fait Free. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est assez spectaculaire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de secouer le truc là. 73% de trafic de Free. Mais il passe chez Orange. Donc quand on est sur... Ça c'est un levier qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, les régulateurs étaient très stricts. L'objectif c'était d'avoir un maximum de couverture du territoire, donc il ne fallait surtout pas autoriser les gens à partager. Donc avec le partage de réseau, aujourd'hui, on peut avoir des retours sur investissement sur 3 ans, voire moins. Donc tu as deux facteurs, tu as ce côté partage des réseaux et tu as le côté baisse des coûts d'infrastructure qui est phénoménal. Moi je me souviens, quand on a fait la première transmission data, donc à l'époque il y avait un grand show télécom, organisé par l'ITU, la grande organisation de régulation, on allait à Genève, c'était Genève. Donc à Télécom Genève, on fait la première transmission de données, c'était un téléphone Sagem, encore de la R&D française. Et donc on fait le premier transfert de paquets, donc en utile, je sais pas, on était à quelques kilobits, et on était très fiers de la démo, mais honnêtement on se demandait à quoi ça allait servir. La vraie question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec ça. Et il y a eu toute une phase où les retours sur investissement étaient entièrement construits sur le trafic de la voix, et après il y a une deuxième phase qui est largement stimulée par l'iPhone, où là c'est l'inverse. Le trafic déborde totalement les réseaux, donc les opérateurs se retrouvent à devoir mettre au pot et à rajouter de la capacité, alors qu'ils n'ont aucun revenu, ou très peu de revenus incrémentaux qui arrivent. Mais donc tu as tous ces facteurs qui jouent, le trafic, la baisse des coûts, le partage des réseaux, et aujourd'hui on peut faire ça sur moins de 3 ans. Ce qui tombe bien, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de patience pour des investissements à 7 ans. Oui. En ce moment, non. Sauf chez Intel ou des gens comme ça qui mettent 4 milliards de dollars pour une nouvelle usine. Ils en font 4 par an, donc c'est ça autre chose. Alors, là, tu restes combien de temps dans ce milieu-là? Alors, en fait, très vite, la bougeotte me reprend. Je suis au siège, je fais du marketing, je ne sais pas ce que c'est, j'apprends, je mets ça en place. On
travaille sur le positionnement de l'offre, etc. Et puis très vite, je veux revenir sur le terrain. Donc ce que je... Pourquoi tu veux revenir sur le terrain? Parce que j'aime bien l'idée d'être devant le client, de faire marcher le truc, de mobiliser une équipe autour de faire des vraies choses et de réaliser des projets. C'est vraiment, fondamentalement, c'est un gros moteur. Donc l'aspirateur sur la moquette non, le marketing, c'est vachement plus sophistiqué que ça. Non, mais du quartier général. Non, mais tu sais, dans le quartier général. Non, mais le quartier général, c'est super parce que tu n'as pas 30 ans et tu vois cette grosse vague. Il y a des grands mouvements et tu as un poste d'observation très sympa. Tu rapportais à qui à l'époque? Là, je le rapportais au VP du marketing. Et puis un jour, je vais voir le patron de la zone Europe, qui était le gars avec qui j'avais bossé à Kuala Lumpur. Et je lui dis, bon Alain, je voudrais avoir les mains un peu plus sales, je voudrais faire des trucs de terrain. Et l'objectif que j'avais, c'était d'arriver à gérer une petite zone pour la boutique. D'avoir un peu, si tu veux, toute l'équation entre je vends, je déploie. L'Europe du Sud Oui, je sais pas, je voulais une zone. J'étais prêt à partir. Je dis voilà, les bagages sont prêts, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il me dit, bah, on a un projet casse-cou là, c'est que. Bah oui, c'est normal, en fait, c'est de bonne guerre. Donc il me dit, on a un projet casse-cou là, c'est que on est un fournisseur de référence chez France Télécom et chez SFR, et on n'est jamais rentré chez Bouygues. Donc tu prends ça. Et puis, je te mets adjoint du gars qui fait la France et l'Europe du Nord. Comme ça, tu apprendras un peu la région. Et donc, donc Bouygues, c'est super parce que, pour le coup, on n'est pas du tout sur un traditionnel des télécoms. Ils ont des réflexes d'achat, des réflexes stratégiques qui sont vraiment très différents. Et Bouygues Télécom... Ils ont des réflexes de conquête aussi. Ah oui, oui. D'agression, même. Oui, mais ce qui était très bien, parce que je pense que... Si j'avais dû gérer France Télécom, j'aurais sans doute pas été très crédible. Alors que là, j'étais en bonne vibration avec le client. Et donc, on a fait le premier petit réseau 3G de Bouygues. Donc, on est au début des années 2000. Donc, c'est quand même l'époque où la 3G, ça existe surtout au Japon. Donc, au Japon, ils ont déjà les téléphones avec les caméras. Et là, on a des tas de discussions philosophiques sur est-ce que la visioconférence, ça va prendre? Est-ce que les gens vont se téléphoner? Alors, on vous ressort tout, depuis le cas de MBA où, ah oui, alors il y a eu dans les années 70 une tentative de lancer la visio sur le fixe, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour une femme, et je suis absolument anti-misogyne, c'est juste une anecdote, il n'y a rien de plus désagréable pour une femme que d'être en visio le matin alors qu'elle n'est pas forcément en contrôle de son apparence. Donc voilà le genre de philosophie qu'on discute en meeting avec ses opérateurs, mais en fait le problème il n'est pas du tout là, parce que aujourd'hui le problème c'est qu'il y a un nouveau réseau à déployer, il y a des licences qui sont à des prix outranciers, et il y a un nouveau réseau à déployer, et qu'on n'a pas... que ce réseau va vraiment faire du sens si les gens font autre chose que téléphoner avec le téléphone. Et on n'a pas la queue d'une idée de ce que ça veut dire de faire autre chose que téléphoner. Donc on va au Japon, on fait des bus, des avions, on emmène les Français au Japon, parce que Alcatel fait une joint venture avec Fujitsu, c'était génial, enfin, moi j'ai adoré la fenêtre sur le Japon. Donc on va au Japon par avion cargo et on regarde. Tu vas dans le métro et tu vois les gens. Voilà, tu vas dans le métro, alors tu vois les gens qui ont le téléphone autour du cou. En 2000, dans le métro, avec le téléphone, les jeux, iMode. Oui, c'était iMode. Donc on se dit, bon, la solution, c'est le petit portail pré-packagé, donc c'est iMode, et c'est pas mal parce que c'est un modèle fermé, tu contrôles ton environnement de développeur, en l'occurrence si c'était très japonais, mais ils ont réussi, ils en ont signé quelques-uns aussi, Bouygues en France, KPN en Hollande. Donc il y a un environnement de développeur qui est contrôlé, il y a les API qui sont contrôlés, les terminaux sont contrôlés, donc c'est à la japonaise, ou à la californienne, je ne sais pas, mais fondamentalement tout est contrôlé, et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, c'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, on peut faire la bourse, la météo et éventuellement un MMS, un message avec autre chose que du texte. On peut faire ça pour pas cher, Bouygues le met pas cher, et sur des terminaux qui sont différents, qui sont vraiment des terminaux qui commencent à nous emmener vers l'ordinateur. Donc ça, c'était très sympa. Bon, le réseau, oui. Quelle a été ta punition pour avoir réussi à faire ça? Alors, c'était un tout petit réseau, parce que Bouygues, c'est des investisseurs qui réfléchissent beaucoup avant d'investir. Et donc, c'était un tout petit réseau, mais c'était une super fenêtre d'expérimentation. En même temps,
en part-time, je faisais de la chasse en Scandinavie, sur les terres d'Ericsson et Nokia. Donc tu débarques, tu n'as pas 30 ans, tu débarques avec ta valise Alcatel sur les terres d'Ericsson et Nokia, c'est pas mal. C'est des bonnes batailles, on apprend pas mal de choses sur, d'abord sur l'humilité de... Bon, la victoire ne se définit pas forcément à 400 millions de dollars le contrat, le but c'est déjà de planter un premier drapeau, et puis la crédibilité d'une boîte française qui chasse très loin de ses terres. Et donc ça a été aussi une très bonne école. Donc tout ça, ça dure 2-3 ans, et là il y a une acquisition. Il y a une acquisition, en fait, Alcatel réalise qu'il y a un saut technologique qui se produit, non plus cette fois-ci dans les relais radio, mais plutôt dans le cœur du réseau, où en gros la machine qui connecte tous les fils pour passer un coup de téléphone passe d'un système tout intégré. Une boîte comme Alcatel, elle faisait des systèmes d'exploitation. C'était vraiment un contrôle complet de la pile, l'applicatif, le système d'exploitation, le hard était designé par Alcatel. Et donc là, il y a une rupture, puisqu'en fait, le hard se banalise, et il y a moyen de faire des switches uniquement avec du soft. Donc c'est les soft switch. Et c'est pas facile pour un géant comme Alcatel de développer ça. Là, c'est pas facile. J'en ai compté jusqu'à 7 des projets et des produits soft switch chez Alcatel, donc c'était possible de développer un switch logiciel. Mais en faire un qui était suffisamment disruptif pour prendre la vague, c'était visiblement très dur. Donc là, il y a une acquisition, une petite boîte texane qui s'appelle Spatial Wireless. Et en l'occurrence, c'est pour faire des switches de réseau mobile. Moi, je suis toujours dans le mobile. Je reste bien là parce que j'aime bien le côté... On t'envoie au Texas? Ah, je lève le doigt. Je dis, bon, peut-être qu'on envoie quelqu'un. Et donc, on me dit, non mais tu rigoles. Enfin, on n'est pas aux États-Unis, on va ouvrir les États-Unis. C'est une acquisition qui nous a coûté 250 millions de dollars. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je rencontre le patron des US, le patron de l'activité mobile. Et puis on y va. Donc on est en 2004. Et en 2004, je pars aux US avec ma femme, mes 2 enfants à l'époque. Et je ne sais pas ce que c'est qu'une start-up. Je ne sais pas ce que c'est que les États-Unis. En revanche, il se passe quelque chose, et ça, j'ai très envie d'en faire partie. C'était quoi, à Dallas? Oui, c'était à Dallas. Dallas, très, très gros pôle telco pour les US. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben là, il faut tout faire. Parce qu'en fait, donc Alcatel aux États-Unis, c'est une boîte qui est essentiellement dans les télécommunications fixes et qui se déplace un peu vers l'IP. Donc des acquisitions comme Newbridge, si vous avez déjà utilisé des switches Newbridge dans votre vie, ça a été acheté par Alcatel et puis des plus petites boîtes californiennes. Donc c'est une boîte qui est très très dans le fixe. Et le mobile aux États-Unis à cette époque-là, on est en fin de consolidation. Il y a encore beaucoup de petits acteurs qui deviennent après T-Mobile en se rassemblant et qui se rachètent les uns les autres, mais ça reste un marché très fractionné. Et en l'occurrence, c'est un marché où Alcatel n'était jamais rentré parce que les fréquences radio étaient différentes, donc il fallait avoir des produits différents, etc. Et donc là, on arrive, il n'y a rien. Il y a cette start-up et il y a la grosse Alcatel, qui est une machine qui fait un business différent. Donc il y a vraiment... pour ce groupe mobile qui se monte, il y a vraiment 2 enjeux. Intégrer une start-up, ce qui est vraiment très dur, et deuxièmement, se faire sa place dans un ensemble beaucoup plus structuré. Donc je fais tout. On fait la vente, on fait l'avant-vente, on déploie, on fait le support, on fait tout. Comment est-ce qu'ils te jugent, tes patrons à l'époque? En fait... Ils te jugent sur quoi? Ils me jugent sur les résultats d'abord. Du chiffre d'affaires et de la marge. Et il me juge sur la capacité à incuber ce business à l'intérieur de la plus grosse machine. Est-ce qu'ils avaient des objectifs? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs, mais qui sont pas forcément, qui sont des objectifs qui sont différents. Il y a une approche. Les États-Unis, pour eux, c'est tiens, il y a un nouveau business qui démarre chez nous. L'objectif principal, c'est que ça ne détériore pas nos relations avec les clients existants. Le groupe mobile, au niveau mondial, qui lui fait cette acquisition, son objectif c'est de leapfrogger, c'est de prendre la vague et d'avoir un produit qui va être bien meilleur que tous les autres. Donc c'est des objectifs qui ne sont pas forcément totalement alignés,
même s'il y a un endroit où on se rejoint tous, c'est qu'il y a un très très gros client qui s'appelle T-Mobile. Et T-Mobile, c'est une boîte, je pense que c'est toujours une boîte vraiment très intéressante à regarder, parce que à l'époque, T-Mobile dit, bon, moi j'ai pas le choix, il faut que je sois beaucoup plus lean, il faut que je sois beaucoup plus rapide. Et donc ils vont déployer ces technologies d'avant-garde qui ne sont pas sèches, quoi. Le produit il est vraiment pas sec. Et ils vont déployer ça tout de suite en service commercial, en sautant tout un tas d'étapes. C'est l'industrie télécom, ça peut parfois être assez conservateur dans la validation des choses, parce que c'est un service de mission critique. Et en l'occurrence, ils sautent des étapes. Il y a une grosse prise de risque. Et ça, bah, si tu réussis, c'est fantastique. Parce que tu gagnes des cycles. Alors dis-moi, il y a quelque chose qui me trouble en t'écoutant, c'est que tu parles d'Alcatel avec force, ça c'est ta nature, mais aussi tu racontes des choses, des succès, etc. Et puis aujourd'hui Alcatel, c'est pas ça. Ah bah oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il se passe que... C'est ta faute? Oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est certain. Il se passe qu'en tech, il faut innover. Il se passe qu'en tech, il faut innover. Et que ce qui est ultra innovant à un moment est commoditisé quelques années plus tard. En fait, au début des années 2000, il y a un nouvel acteur qui débarque. Ce sont les constructeurs chinois, avec le premier d'entre eux qui s'appelle Huawei, et qui fait un travail phénoménal. Pas uniquement de commoditisation brutale. Moi, je me souviens des commerciaux qui disaient il faut 3 Chinois devant l'écran pour faire marcher le truc. Donc, on a le temps. Ils font du pas cher, pas beau. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grands patrons d'Ericsson, Nokia, reconnaissent publiquement que les meilleurs produits du marché, à la fois en coût et en capacité technologique, sont les produits Huawei. Et donc ça, c'est sur 10 ans. Ils ont complètement remodelé la chaîne de valeur. Donc on parle beaucoup des armes dont ils ont disposé, que les constructeurs occidentaux n'avaient pas, accès à des financements de fonds souverains, des choses comme ça. On parle évidemment des aspects de coût de main-d'œuvre. Enfin, in fine, ils font des produits meilleurs, moins chers, plus performants. Ils ont des ingénieurs de grande qualité. C'est vraiment des concurrents très très respectables. Et sur 10 ans, ils ont totalement modifié le paysage. C'est ça, fondamentalement. C'est ça qui... Est-ce que c'est ça qui a, non pas torpillé, mais qui a nuit à Alcatel, ou est-ce que c'est la fusion avec... ou est-ce que c'est les deux? Je pense que l'impact des Chinois sur la chaîne de valeur dans les télécoms, au moment de la fusion entre Alcatel et Lucent, la messe est dite. Et la fusion est une réaction. Donc après, on peut philosopher sur le fait que la fusion aurait pu donner un résultat différent. Mais fondamentalement, le moment où ça tape, c'est la première partie de la décennie. C'est là que ça tape. C'est à cause de cette fusion qu'on a eu Carly Fiorina chez HP. Je ne sais pas. Je ne suis pas très bon géopolitique. Encore autre chose. Bon. Alors, donc, quand est-ce que tu parles de cette envie? La fusion. Je pars des US à la fusion. C'était à quelle année? Donc c'est 2006, je crois. Fin 2006. Donc l'idée de la fusion, sur le papier, c'est de dire la plomberie, les tuyaux de télécom, a continué à vivre son bonhomme de chemin, commoditisation en cours par les Chinois, les marges s'érodent, la différenciation entre les constructeurs, elle se fera sur la valeur ajoutée service et la valeur ajoutée software, applicatif, qu'on peut mettre au-dessus. Donc ça, c'est une lecture du marché qui n'est pas très différenciée, tout le monde est à peu près d'accord. Il y en a un qui part très tôt, c'est Ericsson. Il un travail assez... À la IBM, je me transforme en boîte d'outsourcing, et ils opèrent les réseaux à la place de leurs clients. Donc un déplacement dans la chaîne de valeur qui a été pensé longtemps à l'avance et qui a bien payé. Alcatel et Lucent font un choix différent, c'est de dire on va se positionner sur une offre applicative. Donc là, encore une fois, il y a une aventure un peu risquée, tout n'est pas sûr. Et donc, je lève mon doigt, parce que j'aime bien. Et donc, le patron de cette nouvelle activité de convergence entre Internet et télécom, qui se trouve être l'ancien patron du groupe mobile, m'emmène avec lui. Et là, je rentre en Europe, je m'installe à Anvers, en Belgique, pour gérer le business en Europe du Nord de cette division, qui est une division un peu fourre-tout, où tu trouves beaucoup de produits, certes logiciels,
mais tu n'es pas dans un mode éditeur. C'est des choses qui sont très collées au produit qui est en dessous. Et puis des tas de projets. Depuis, je vais faire du mobile advertising, je vais faire de la mobile TV. Il y a pléthore de projets pour essayer de développer un nouveau type d'offre. Ça dure combien de temps ça? Alors ça dure quelques trimestres, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que tu relèves le doigt une fois. Ah non, non, là je lève pas le doigt, je lève mon chapeau. Je change de doigt plutôt. Je lève mon chapeau. Non, c'est que, mais fondamentalement, il y a deux choses dans une transition comme ça. La première, c'est, elle est construite sur une énorme hypothèse, c'est que le business de base va continuer à tourner. Et à chaque fois qu'un grand groupe veut faire une disruption, il est obligé de faire cette hypothèse. Donc il se dit, mon business de base, combien de temps il va tenir, à quel rythme, et ça va financer le reste. Ces hypothèses se sont avérées incorrectes. Il y a une deuxième énorme hypothèse, c'est est-ce que je peux vraiment me déplacer? C'est une chose d'identifier un spot, c'est une autre chose d'arriver à exister dedans. Donc il y a eu des tas de choses fantastiques et d'incubation d'idées vraiment innovantes autour de la télé mobile, par exemple. On connaît tous ce que c'est que la DSL. Quand Alcatel fait un sondage autour de 2003, ça veut dire quoi, ADSL? Il y a 90% des gens interrogés dans le milieu télécom qui disent le A, c'est Alcatel. Alcatel a réussi à monter cette vague. Et là, il y a toute l'IPTV, je fais de la télé à travers cette boîte ADSL. Personne n'y croit, Alcatel fait le pionnier. Donc il y avait des gens qui savaient faire des choses applicatives au-dessus. Donc c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de business plan, parce que même si le business plan est faux, à un moment on s'est mis d'accord, on a dit, bon bah le business de base va faire ça, le nouveau business on attend ça comme performance. Non, c'est plus compliqué que ça d'innover. Il y a une étincelle qui se produit pas. Et là, bon bah, d'être une grosse boîte publique avec le marché qui a des attentes, bah, ça crée un étau qui est vraiment très fort. Alors qu'est-ce que tu décides de faire? Ah ben là je dis, bon, puisque c'est difficile d'innover dans une grosse boîte, je vais faire une toute petite boîte. Donc je dis, bon, de toute façon, j'ai le temps, je me sens pas insécurisé, donc je m'en vais. Donc je claque madame, je pars. Fondamentalement, ça devenait vraiment difficile de piloter, c'était des grosses équipes à l'époque, il y avait 1200 personnes dans l'équipe dont je m'occupais chez Alcatel dans le groupe Convergence, des gens qui étaient des chefs de projet, des architectes, des avant-ventes dans tous les pays du monde et qui croyaient dur comme fer qu'on allait passer le cap. Donc quand tu crois plus à ça, enfin moi ça m'a posé un problème d'intégrité et avec tout le respect que je dois aux années géniales que j'ai passées dans cette boîte, je me suis dit bah, il faut que je passe à autre chose. Notez quelqu'un qui dit du bien de son employeur. Oh bah, j'ai fait le tour du monde et j'ai appris plein de trucs. Même si c'est avéré, c'est moi qui le dis, plutôt incompétent. Enfin, ça c'est autre chose. Ouais, enfin, fondamentalement j'ai appris plein de trucs et j'ai fait plein de choses. Je refuse de... Et non, ah ouais, je peux pas. Non, je sais. En revanche, je sais pourquoi je suis parti, ça c'est sûr. Voilà. Et donc tu es parti. Donc je pars, et alors là on se retrouve à 3 anciens d'Alcatel. Je dis, bon bah c'est pas compliqué quoi, tu prends la contraposée et tu montes une boîte. Alors là je touche le mur de mon incompétence. À 3 pour monter une boîte, et je suis sûr que dans la salle, il y a des vrais entrepreneurs qui sont capables de partir de rien. Là, moi, je vois à quel point je suis un boulet, quoi. Parce que moi, je me pose des questions. Alors, quand on sera 200, il faut bien qu'on ait pensé à ça. Parce que ce qui est très dur dans les grosses boîtes, quand on essaie de faire des choses différentes dans les grosses boîtes, ce que j'ai toujours fait, c'est qu'on n'arrête pas de se prendre des obstacles qui sont là parce qu'ils ont été érigés pour les mauvaises raisons. Donc c'est un produit qui a été conçu pour faire un truc, on essaie de lui faire autre chose, puis on découvre des limitations bien plus tard. C'est un système informatique pour rentrer une commande. Moi je suis très opérationnel, donc je regarde aussi des choses de ce genre. Un système informatique pour rentrer une commande où on passe 10 fois plus de temps que ça mériterait. Oui, mais le système a été conçu pour un autre truc il y a 10 ans et puis on ne l'a pas changé. Voilà, c'est ça, souvent, quand on essaie de faire des choses différentes dans une grande entreprise, il faut arriver à vivre avec ça. C'est passionnant parce qu'on transforme, on change. Mais là, je me suis dit, on va monter notre boîte, je vais designer le truc, nickel. On peut monter jusqu'à 500 millions, il n'y a rien qui bouge, les moteurs sont bons. Et bon, c'est évidemment une énorme erreur d'appréciation, mais c'est bon, quoi. C'est bon parce que tu te confrontes. C'est une boîte de quoi? Alors c'est une boîte qui fait un truc, je pense que même aujourd'hui l'histoire elle passe.
Donc non, parce que le problème de ces idées, c'est qu'elles vieillissent vite. Mais l'idée, à mon avis, elle passe toujours. Remettez-vous 5-6 ans en arrière et repensez à la place que BlackBerry a dans l'écosystème. C'est monstrueux. Enfin, moi, j'étais un early adopter de BlackBerry du temps des pagers. Ces gens-là, ils ont quand même écrit une sacrée page de l'histoire des télécoms. Et il y a un truc qu'ils ne faisaient pas. Il y a un truc qu'ils ne faisaient pas, et un truc qui fait 90% du trafic en Italie et 100% du trafic en Indonésie. Le BlackBerry en mode prépayé. Ça, ils ne faisaient pas. D'ailleurs, ils ne font toujours pas. J'ai pas d'avis là-dessus. De toute façon, ça va s'arranger. La nature est en marche. Les forces de la nature sont en marche. Mais donc, il n'y a pas de BlackBerry en mode prépayé. Et donc ça, c'est une super idée. Donc il faut savoir que BlackBerry, un des trucs qui a vraiment bien marché pour BlackBerry dans les pays émergents, c'est bien sûr l'email, le service premium, etc. Mais c'est le BlackBerry Messenger. Ouais, c'est une merveille. C'est une vraie merveille. J'étais aussi un early adopteur du BlackBerry, donc je peux témoigner que c'était grand. Et en Indonésie, enfin, moi j'ai toujours regardé une attache sur ces pays d'Asie. En Indonésie, ils ont fait un tabac avec des terminaux qui n'étaient pas du tout conçus, qui étaient conçus pour de l'email professionnel, etc. Et ils ont eu un marché super qui s'est déroulé devant eux avec le BlackBerry Messenger. Et donc on se dit, bon bah, si on arrive à mettre un client sur un BlackBerry et à offrir en mode hosté, on aurait dû dire cloud d'ailleurs, c'est vachement plus chic, mais offrir en mode hosté un service de prépayé. Et finalement l'opérateur n'a pas du tout, parce que l'opérateur il ne touche pas au BlackBerry, tout se passe chez BlackBerry. Donc il faut que ce soit sans douleur cette affaire-là. Et donc on arrive et c'est t'en veux 3, t'en veux 10, t'en veux 30, t'en veux 300 000, je m'occupe de tout, mais on peut faire apparaître une icône sur le terminal qui permet de faire du BlackBerry en mode prépayé, donc de l'email. Et à partir de là, avec cette currency, tu peux faire tout un tas d'autres choses. Et donc c'était ça l'idée de la boîte. D'ailleurs la boîte a été créée et elle a des clients. Mais ce que j'ai principalement en Afrique, Maroc en particulier. Et ils sont en train de se faire couler par Huawei justement. En l'occurrence, ouais, sur la partie réseau, là on est en plein dans le territoire chinois. Mais donc c'était une idée sympa. Pour la première fois, je me retrouvais à monter un dossier, non pas pour convaincre des gens dans une grosse boîte, mais pour essayer de lever les financements, confronté à toutes les problématiques de... T'es installé où On s'est mis à Palaiso. Ah oui, ah oui, mon bon monsieur. Je connais. Et donc le problème principal pour moi, c'est je ne sers à rien. C'est clair que je ne sers à rien. Parce que enfin, moi ce qui m'intéresse... C'est du tout de nous là quand tu dis ça. Non. Ce qui m'intéresse, et là où je suis à l'aise et que je pense que j'apporte quelque chose, c'est quand il faut faire grossir le truc. Alors je ne parle pas forcément de milliers de personnes, mais il faut que tu aies une notion de... Il y a une accélération. Donc l'idée a suffisamment de traction, ça accélère, et là il faut un peu structurer le truc, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse changer les moteurs de l'avion en plein vol. Et c'est toi ça. Et ça j'aime bien. Et au début ça ne sert à rien du tout un profil comme ça. Et donc tu es allé voir des investisseurs? Alors on a vu quelques investisseurs, mais surtout je pense que fondamentalement on n'était pas entrepreneur dans notre tête parce qu'on n'avait pas compris une équation clé qui est que si tu veux faire quelque chose vite, eh bien, il faut partager ton idée, il faut la vendre, il faut attirer des gens. Et on était très crispés autour de si je laisse quelqu'un rentrer en tant qu'investisseur, alors que je sais que ce truc va être une énorme machine dans 3 ans, où est-ce que je vais me retrouver, etc. Et je suis content d'avoir vécu ça, parce que c'est une tension à laquelle j'avais jamais été confronté. Oui, j'avais vu les fondateurs de start-up qu'on rachetait chez Alcatel, mais j'avais rien compris. J'avais rien compris. Et donc là, au moins, bon, j'ai fait des classes. Alors je suis resté dans le projet 9 mois, actionnaire 18. Et tu as gagné de l'argent avec ça? Non, je dois être trop philanthrope, je leur ai dit non, écoutez les gars, allez-y, éclatez-vous. Moi, je crois pas à la stratégie de financement que vous avez choisie.
Qui était quoi là? Qui était principalement une stratégie sur fonds propres en attirant des business angels. Et moi, je leur ai dit, l'idée, elle est maintenant. On ne sait pas si BlackBerry sont encore là dans 3 ans. Il faudrait mettre un coup, il faut aller beaucoup plus fort. Mais bon, c'est facile de faire des phrases comme ça. Et en l'occurrence, c'est tellement facile que j'ai fini par sortir du projet. Parce que je m'y retrouvais plus. Alors là, à ce moment-là, il y a... C'était une vie agitée quand même. Non, on est à Bruxelles, on est bien. Tu n'es pas agité à Bruxelles. La température, qu'est-ce qu'elle est, tu t'agites pas. Non. On est bien, mais il y a un coup de fil. Il y a un coup de fil d'HP. Et là, je me dis, oh là, donc là, on est en 2006, 7. Donc il y a un coup de fil d'HP. Je me dis, bon, je suis parti de la... Pour moi, c'était la boîte gigantesque. C'était énorme, je connaissais énormément. Et après, je commence à regarder les chiffres, je m'aperçois que HP, c'est encore autre chose. Et je ne suis pas forcément hyper emballé par le coup de fil. Mais je suis bon élève, j'écoute. Et puis on discute. Et là, je rencontre, c'est encore une fois des histoires de rencontres, je rencontre quelqu'un qui a fait un truc assez intéressant chez HP. C'est un gars qui s'appelle Tom Hogan, qui est rentré à la demande de Mark Hurd en 2005, je pense. Et donc à cette époque-là, l'activité software d'HP, c'est une activité qui est assez périphérique, qui n'est pas profitable, en étant pour un business software, et qui a un souci de croissance. Et donc Mark Hurd dit à Tom Hogan, il faut qu'on se positionne dans le soft. Et donc Hogan fait une série d'acquisitions dans l'infrastructure, dans des softs autour de l'infrastructure, pour être en adjacence avec le reste du portefeuille. Et puis il hérite d'un groupe de gens qui font des télécoms. Il se demande un peu ce que c'est, mais il hérite de ça. Puis ça reste un petit peu... c'est un groupe qui vit une vie insulaire dans HP. Ils font des trucs, mais personne ne sait vraiment. Ils font des petits détails, par exemple. Chaque fois que vous passez un coup de fil sur AT&T, il y a une machine au milieu qui est juste la base de données centrale du réseau et qui sait tout sur votre profil. Ça, c'est une machine HP. Donc ils font des choses comme ça. Et ils réalisent que finalement l'approche très horizontale, je tiens le même discours à n'importe quel client, c'est un frein en termes de croissance et de pénétration de compte. Et donc il dit, quelles sont les industries où HP est le plus présent? En prenant le business d'HP par industrie, on découpe et on s'aperçoit que Financial Services et Telco arrivent en tête de peloton, parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes pour de l'IT. Et donc il se dit, bon, bah, on devrait avoir une démarche beaucoup plus spécifique sur les télécoms, en ayant des gens qui parlent le langage de l'industrie des télécoms. Et c'est là que pour moi ça se déclenche, c'est que fondamentalement j'étais plutôt sur un trip de boîte beaucoup plus petite, mais il a créé un espace vraiment différent à l'intérieur d'HP. Il a un gros momentum, il a réussi à créer une île, et à l'intérieur de ça il dit, je vais incuber un truc qu'on n'a jamais fait. C'est d'avoir une approche où vraiment on parle à nos clients de leurs problèmes. Et il me dit, on fait une business unit, tout packagé. Donc bien sûr, il y a des dépendances au reste de la grosse machine, mais fondamentalement, j'ai la chance de piloter un business avec des vendeurs, de la R&D, des consultants, du system integration. Et donc c'est sympa parce qu'on résout des problèmes. Donc je reviens à mon mode projet qui m'a toujours... Et on bénéficie du brand. Parce qu'avec ta carte HP, tu peux avoir un rendez-vous avec n'importe quel CTO et n'importe quel CMO du monde. Pourquoi toi? Alors, ils font leurs recherches, et puis je pense qu'ils ont fondamentalement, ils ont besoin d'un mouton à 5 pattes. Parce que c'est singulier chez HP. C'est pas un corps étranger, mais c'est singulier quand même de penser à une industrie en particulier. C'est vraiment très singulier. La boîte, elle réfléchit hyper horizontal. Deuxièmement, il faut mettre des trucs ensemble. C'est pas le vendeur de hardware qui arrive, puis le vendeur de software. Non, on essaye de mettre les choses ensemble pour résoudre un problème. Donc il faut un mouton à 5 pattes. Et je pense que ce qui leur a plu, c'est le fait que j'avais bossé dans pas mal de pays. Parce que les télécoms, c'est pas un marché... il y a 3 clients par pays, quoi. Il y a 50 clients dans le monde qui drivent 80% du business. Donc c'est un marché qui est très concentré. Donc trouver quelqu'un qui avait une expérience dans plusieurs zones géographiques. Et puis, fondamentalement, bah, j'ai fait un peu de R&D, beaucoup de business, beaucoup de temps devant les clients à faire des achats. C'est un chasseur de tête qui t'a trouvé? Oui, on s'est rencontré. Ils avaient pris un chasseur.
Donc tu rentres dans cette business unit et tu y restes combien de temps? Alors je suis resté 3 ans. C'est des morceaux de business unit en fait, c'est des petits morceaux. Et on rassemble tout le monde pour rationaliser un portefeuille et faire une offre. Et pourquoi est-ce que tu es parti? Ici? Pourquoi je suis venu aux États-Unis? Non, pourquoi est-ce que tu es parti d'HP? Est-ce que tu es plus chez HP? Oui, non, je suis plus chez HP, je suis parti en avril dernier. Je suis parti parce que fondamentalement, j'ai vraiment besoin d'être très aligné avec la stratégie. Donc je suis dans l'action, je suis très opérationnel. Et pour moi, on va dans une certaine direction. Et tant que la direction est soutenue, est en phase, tout baigne. Et quand la direction est moins au bout du jour, et je respecte, l'agenda d'une boîte de plus de 100 milliards de dollars, c'est un agenda très complexe. Mais quand les agendas sont plus alignés, le monde est vaste, il y a plein de choses à faire. C'est très poli ça. Non, parce que je connais un peu l'histoire d'HP, pour toutes sortes de raisons. Écoute-moi, ma fierté, c'est que je suis resté 3 ans. Non, oui. Première année, on a remis le business sur les rails. Deuxième année, on a fait 4 fois la croissance du marché. Ouais. Et la troisième année, on a remporté des références stratégiques qui ont permis à HP d'être beaucoup plus qu'un fournisseur de boîtes pour ses grands clients télécoms. Et contrat rempli. Et cette business unit existe toujours? Oh, elle a été vaguement atomisée, reformatée. Mais les bons sont toujours là. Elle n'existe plus. Non, elle existe, le nom existe toujours. Oui, c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, on met un nom sur un cercle. Non, mais si tu veux, fondamentalement, ce qui définit un business, c'est ses clients. Fondamentalement, ce qui définit un business, c'est ses clients. Non, je plaisante. Non. Alors maintenant, comment est-ce que tu as rejoint ces deux scientifiques de HPC qui est High Performance Computing? Alors là, pour le coup, les choses se rassemblent bien parce que... Il y avait des anciens d'HP là-dedans? Pas du tout. Non, ils avaient un de leurs board members. En fait, c'est une boîte qui a vraiment une histoire super. Trois boîtes de suite par 2 entrepreneurs qui avaient un leitmotiv, c'était self-funded. Et donc ils montent 3 boîtes de suite, ils réinvestissent à chaque fois. Et donc là, la troisième, qui démarre en 98, elle fait du stockage pour les super ordinateurs. Alors, explique un peu ce que c'est un super ordinateur dans ce contexte, parce que le mot... Alors, je pense que vous avez entendu parler des très gros ordinateurs des National Labs aux US, du CEA en France, des ordinateurs qui font des calculs extrêmement complexes, de simulation nucléaire, par exemple. La météo. Pour la météo, c'est une autre application. Donc c'est principalement de la recherche, mais avec énormément de modélisation. Après, il y a les applications commerciales. Par exemple, quand Total va faire un trou quelque part pour trouver du pétrole, aujourd'hui, on sait de façon certaine, avant de faire le premier trou, ce qu'on va trouver en dessous. Parce qu'il y a des tas de modélisation sur des relevés géologiques qui permettent de déterminer avec une très grande précision où se trouvera le gisement. Donc tout ce qui est autour de... En fait, c'est des ordinateurs qui manipulent essentiellement de la donnée non structurée. Pour prendre un autre exemple... des images. Des images, voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, tous les trimestres, il y a des nouveaux algorithmes qui permettent d'extraire de l'information de la vidéo brute, par exemple du 11 septembre, qu'on ne trouvait pas il y a 1 an ou 2 ans. Donc en fait, ces données non structurées, elles recèlent une information incroyable, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc il faut des ordinateurs extrêmement puissants pour aller extraire cette information. Et donc ils sont nés là-dedans en résolvant... Pourquoi stockage pour ces gros ordinateurs? Parce que dans le workflow, une fois qu'on a résolu la puissance de compute, le stockage se trouve un frein. D'ailleurs, on l'a tous vécu. Il y a toujours un moment où tu mets tes données sur un stick USB, tu vois bien que ça ralentit ta machine. Donc multiplions le problème par 1 million. Et donc c'est très difficile de faire une machine de stockage qui est faite sur les mêmes matériaux de base, disque dur, unitaire, 3 Tera aujourd'hui, 4 Tera demain, et d'arriver à faire ce que cet ensemble-là ne freine pas le workflow du supercalculateur. Donc ils se développent là-dedans. Ils se développent là-dedans avec leur modèle très lean, c'est une boîte qui est vraiment très sèche au niveau de sa structure, et qui est vraiment focalisée, je résous quoi comme problème, je le fais bien, je le fais mieux que les autres, et je vais voir un autre client, etc. Et donc ils montent la boîte à quasiment 200 millions de dollars. Self-funded, profitable, dans cette niche.
Et là se pose la question, donc la consolidation du stockage, ça a quand même été assez virulent il y a 2 ans. Vous vous souvenez peut-être des petits concours entre HP et Dell sur une boîte qui s'appelait Sweeper. Il y a eu différentes transactions comme ça qui ont fait monter les valos très fort. Donc la question se pose, est-ce que c'est le moment de faire un exit, ou est-ce qu'on passe la boîte à un autre niveau? Et donc ça, c'est une réflexion qui a atteint sa maturité il y a à peu près 18 mois, et donc ils se tournent vers leur board, et ils disent, bon, on a bien réfléchi, on ne va pas vendre la boîte, on voudrait l'emmener à un autre niveau. Mais deux soucis. D'abord, comment on fait évoluer la proposition de valeur pour aller au-delà de la Ferrari du stockage, parce qu'en fait, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Et deuxièmement, comment on se structure pour vraiment croître, quoi, et aller chercher l'opportunité à plein. Et donc, c'est poser la question de trouver quelqu'un en general management qui pouvait les aider à regarder tous les cylindres du moteur et à monter un peu la vitesse sans casser le moteur. Qui t'a trouvé là? C'est un chasseur de tête? Non, c'est un de leurs board members. C'est un de leurs board members. Qui s'appelle Qui s'appelle Jean-Luc Châtelain, un français. Et donc Jean-Luc... ils sont partout. Ils sont partout. Alors Jean-Luc est au board et puis il me met en contact avec eux et là on discute. Ça dure 7 mois. On discute pendant longtemps. On discute pendant longtemps parce que fondamentalement, moi j'étais très excité par le côté on prend une Ferrari et on essaye d'étendre le portefeuille et le business. Et puis tu sais, c'est la première fois que je travaille pour des fondateurs. C'est dangereux. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Pardon, c'est particulier. Donc ça a été un dialogue assez nourri. Non, le problème, j'en sais rien après tout, mais le problème, statistiquement, des fondateurs qui sont surtout des serial fondateurs, déjà, et qui ont un certain âge, parce qu'ils sont plutôt jeunes, ils ont 60 ans. Ah non, ils ont 32, 50 ans. 50 ans, c'est jeune. Et donc, fais gaffe. Hein. Et donc, ils ont des idées bien à eux. Et c'est pas facile. Nous, on voit ça comme investisseurs, on voit ça, les fondateurs qui sont des serial entrepreneurs et tout ça, et quand ils essaient de trouver un cadre dirigeant parce qu'ils veulent faire ci, parce qu'ils veulent changer quelque chose d'important à l'entreprise, par exemple, justement de dire on va ou bien on va en bourse ou on passe à $1 milliard, donc il faut changer beaucoup de choses. C'est très compliqué. Psychologiquement, c'est très compliqué. Ah oui, ça a été l'essentiel du dialogue d'ailleurs, c'était autour de la motivation. C'est quoi la motivation pour changer de cap? Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Écoute, on va te mettre un peu en face des questions maintenant de l'auditoire. En tout cas, je vais te dire, moi je vais passer un bon moment à t'interviewer, et j'imagine que c'est la même chose pour l'auditoire, parce que tu as une trajectoire qui est quand même pas exactement standard. On peut dire ça, puis à mon avis, comme c'est pas fini, ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Donc je te remercie beaucoup et je te livre aux questions de l'auditoire. Quelles sont les remarques? L'évolution, c'est du data mining? Ouais. Ils veulent développer des procédures de data mining? L'évolution, c'est j'ingère, je stocke et je pré-processe. Et je suis propriétaire de ou on partage? On peut partager. Mais fondamentalement, c'est une boîte qui a fait du non structuré depuis toujours. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu as quand même tous les acteurs du structuré qui disent non structuré, pas de problème. Voilà comment je vais morpher mes produits pour gérer les problèmes du non structuré. HP vient d'acheter Autonomie pour ça. Là c'est une approche différente. On a fait le plus compliqué possible du non structuré. Fondamentalement, les problèmes des supercomputers d'il y a 10 ans, c'est des problèmes quotidiens pour beaucoup de gens aujourd'hui. Donc on comprend en avance de phase un certain nombre de challenges sur le stockage. C'est ça la fabrique de base. Comment est-ce qu'on ramène de la fonction près de la data au lieu d'envoyer la data partout et on fait une appliance qui va ingérer, stocker, pré-processer et livrer une donnée beaucoup plus consommable aux autres applicatifs. Donc, par exemple, comme client, tu peux avoir des gouvernements. Aujourd'hui, par exemple,
si la Shell fait sa séismique avec son cray, bon maintenant on stocke avec la boîte. Il a travaillé dans le pétrole. Et tout d'un coup, la boîte suggère quoi aux géologues de la Shell que... L'idée c'est, avant de balader tes données dans toute ta chaîne de simulation, tu fais ton pré-processing, tu le fais tout près de la donnée. Tu le fais dans la même appliance. Donc, tu vois, c'est d'ajouter qu'une couche à l'appliance de stockage qui fait un peu plus. Qui fait un peu plus. En écoutant ce que dit, c'est une verticale. C'est une verticale. Écouter ce que dit l'opérateur séismique. Pour ajouter une couche au stockage. Et qui te permet de beaucoup moins balader tes données, ce qui est hyper coûteux, et donc d'extraire une information plus efficace au point d'ingestion. Alors, un autre exemple, Life Science Gene Sequencing. Voilà. C'est la même chose, si tu veux. Au début, on discutait on a un client ici, LifeTech par exemple. Au début, la discussion qu'on avait avec eux, c'était quand on met au point notre soft et toute notre offre de gene sequencing, on a de la R&D qui a besoin d'un énorme stock de données pour faire des tests d'endurance, etc. Donc là, on veut du DDN parce qu'il nous faut un stockage un peu haut de gamme. Et finalement, très vite, la discussion, elle se déporte sur les appliances qu'ils font pour vendre aux hôpitaux. Parce que dans cette appliance, il faut que tu ingères vite, de façon fiable, il te faut de la performance. Même si, tu vois, donc toutes les industries qui consomment du HPC-like, un autre exemple, Financial Services. Ça fait des années que DDN parle aux gens de la finance pour du high frequency trading, des choses comme ça. Mais là, il y a un déclic là. C'est-à-dire que c'est plus du rocket science project, c'est ah oui d'accord, vous pouvez me faire gagner ça en temps sur mon workflow. Et ça a de la valeur. Mais c'est une boîte qui gagne quand elle résout un problème d'un line of business. Tu vois. On ne fait pas de stockage pour Outlook ou SAP, c'est des données classiques. On travaille pour le line of business qui a un problème, il travaille un workflow, tout à coup le stockage est un point d'étranglement. Et là, il y a quelque chose à faire. Et ces gens-là, ils sont vraiment intéressés à, ok, tu stockes, mais rajoute-moi du compute, que je puisse, dans la même machine, pré-processer mes données, et après, je les dispatch dans mon workflow. Première question, est-ce que tu es toujours passionné des Lego? Ah oui, oui. J'étais à un dîner à Palo Alto il y a 3 jours. Mon client, il arrive avec un cover d'iPhone Lego. Ça, je trouve que c'est vraiment top. Enfin, dans la poche, je sais pas, mais oui, et puis mes 2 petits garçons sont très Lego. Alors, question plus humoristique. Chez Google, il y a un projet qui s'appelle BigQuery, donc avec non-structured data for compute. Est-ce que vous êtes en concurrence avec une offre de ce style? Alors nous, aujourd'hui, on est fournisseur de solutions aux gens qui font des queries. Nous, on ne fait pas des queries nous-mêmes. Donc aujourd'hui... Non, mais BigQuery, c'est l'infrastructure de Google à disposition des développeurs. Mais fondamentalement, on peut tout imaginer entre... le commentaire que je vais faire ne s'applique pas du tout à Google. Mais il y a un certain nombre d'acteurs du web, du cloud dans la vallée, avec qui on discute, qui étaient des gens qui disaient hier, je conçois le truc moi-même, j'ai pas besoin d'aide. Et le fait qu'on ait une solution un peu extrême, qui résout des problèmes vraiment compliqués, et qu'on ne soit pas non plus un gros gorilla du marché, tu vois, ça nous amène à avoir des discussions avec des gens qui disaient je vais faire moi-même, mais finalement ça intéresse quand même de regarder nos trucs. Donc fondamentalement, on pourrait imaginer un jour être fournisseur de ce genre de... C'est combien quand vous faites la facture à un client, c'est combien? Bah, pour parler en capacité, nous en dollars. On résout bien le problème à 500 terabytes au-dessus. 1 pétabyte, 2 pétabytes, 3 pétabytes. Oh, quelques gros systèmes, ouais. Non, c'est quelques millions, quelques centaines de millions. Ah, ça peut aller de quelques centaines de kilos-dollars, pour faire un petit système de... Je fais juste 1 pétabyte, il faut encore le remplir, mais jusqu'à plusieurs
millions de dollars, 15, 20 millions de dollars. Donc, disons qu'on fait 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, il faut bien... Oui, et puis en plus, c'est un business où il n'y a pas de dépendance particulière à un channel ou à un client. Donc, c'est beaucoup de transactions à quelques millions de dollars. Donc, c'est toi le chef des vendeurs. Vendeurs, services, opérations, manufacturiers. C'est vertical par nature, une fois que tu as trouvé une solution pour monsieur Schmo dans l'industrie, le compétiteur il a le même besoin. Alors en fait, oui, l'approche qu'on a, notre approche de go-to-market c'est vertical. Moi j'ai toujours cru à ça, parce que je crois qu'il faut essayer de résoudre les problèmes des clients. Si tu veux vendre de la valeur. On ne vend pas la boîte de stockage, bon ok tu fais combien de rabais, nos ingénieurs ils participent à résoudre un problème. Donc moi je veux garder ça pour deux raisons. La première c'est ce que tu décris, c'est-à-dire qu'une fois que tu as bien compris comment tu résous un problème, bah, tu dupliques. La deuxième raison pour laquelle je veux garder ça, c'est le profil de marge. Tu vois, la marge finalement à la fin c'est jamais que la représentation de la valeur. Et donc on veut être sur des produits qui sont high touch, high-end, qui résolvent un problème. Donc les verticaux aujourd'hui, c'est le HPC académique, les grands labos nationaux, c'est le oil and gas, c'est financial services, c'est life science, le broadcast et la post-prod en médias, où là il y a vraiment des besoins de real-time et tu ne veux pas que ton stockage ralentisse le flow de frame. Les gros sites web qui ont beaucoup de contenu. Il y a longtemps, par exemple, qu'on est fournisseur d'Xbox, le service en ligne. Parce qu'il fait un stockage qui casse pas le workflow, il y a des pics, c'est un modèle de trafic qui peut être assez dur. Je pense qu'on commence à voir des choses au niveau des telcos. Je vais m'assurer qu'on aille voir. Et les gens de Cupertino, là... Les gens dans le cloud, en général, qui ont des problèmes de contenu. Et puis la sécurité aussi. Beaucoup de choses sur la sécurité. Alors, on a fait un projet de partage d'infos vidéo entre plusieurs agences américaines du gouvernement américain. Ça, c'est de données non structurées lourdes. Si en plus, c'est très compliqué de partager cette ressource, alors que tout le monde cherche des infos différentes. Bon, on leur a fait une espèce de cloud privé, avec un stockage en mode objet, super efficace, super performant, et ils peuvent partager leur contenu. Donc il y a beaucoup de choses aussi de ce côté-là. La sécurité nationale. Comment est-ce que vous différenciez par rapport à l'architecture soi-disant infinitely scalable du style Hadoop ou DynamoDB de Amazon? Eh bien, on est en train de regarder à faire. Aujourd'hui, fondamentalement, c'est une boîte de scale-up, c'est la plus grosse machine possible. On a une offre de scale-out, tu rajoutes des machines pour augmenter ta capacité. Et notre proposition de valeur, c'est que tu n'as pas besoin de choisir cette bifurcation au départ. On peut basculer de l'un à l'autre. Maintenant, ce qu'on est en train de rajouter, c'est si tu mets un Hadoop Store au-dessus, comment ça... Est-ce que ça fonctionne mieux que les autres trucs? Donc là, c'est un truc qu'on est vraiment en train de développer. On n'a pas encore sorti l'offre. C'est un truc pour cette année où on regarde, en fait, on joue sur deux choses. D'abord, le côté très performant de nos clusters. Mais on a aussi une solution de stockage en mode objet. Et qui est vraiment intéressante pour faire des choses très distribuées. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de partir de use case. C'est-à-dire prendre ma boîte de stockage, mettre une petite couche Hadoop, puisque de toute façon j'ai du processing dispo dans la boîte, repeindre et dire ça y est, j'ai ma Hadoop Appliance, ça ne va pas faire monter mes revenus. Vu que de toute façon aujourd'hui on n'est pas la boîte de stockage la plus connue du marché, sur le plan marketing, valo de la boîte, ça ne va pas changer notre vie. Donc ce qui nous intéresse, c'est Hadoop, pourquoi pas, mais quel problème on va résoudre pour nos clients. Et c'est ça sur quoi on bosse maintenant. Est-ce que vous considérez la société Isilon comme un concurrent? Alors, le haut de gamme d'Isilon touche notre bas de gamme. Donc, Isilon, c'est une boîte... Non, mais c'est comme ça. Ça dépend de la taille des problèmes que tu résous. Isilon, c'est une solution de scale out. Donc, tu prends une boîte et t'en rajoutes plein, et tout ensemble, elles font du super boulot. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un moment où elles font du moins bon boulot que si on mettait une meilleure boîte. Mais c'est un concurrent, c'est absolument un concurrent. Ils ont d'ailleurs fait c'est une boîte qui a fait un très beau travail de positionnement dans la dernière partie de son cycle de vie, parce qu'Isilon, ça a une vie assez compliquée.
Mais ils ont un positionnement de simplicité d'utilisation du produit qui est vraiment remarquable. Et nous, on vend de la Ferrari du stockage, donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que, ok, on résout des problèmes très complexes, mais on est une boîte d'experts. Eux, ils ont réussi à faire un truc très simple. Et ça, je pense, ça a une vraie valeur sur le marché. Ok, on va arrêter là. Enfin, on va arrêter là. C'est-à-dire que tu vas après te trouver à Sally au bar. On a trouvé, c'est toi qui te dévoue pour reconduire. Oui, je te ramène. On a trouvé un chauffeur. Ah, c'est gentil. De qualité. Un petit souvenir de ton passage. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil. Je vous recommande, c'est pas moi qui choisis ce vin, mais je vous recommande la petite colline, là, le rouge, il est fait par un Français, c'est spectaculaire. Félicitations. D'accord, parfait. Ah, attendez.